Ce soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Jan Moix pour son dernier livre Mort et vie d'Edith Stein, paru chez Grasset. Jan Moix, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'habitude, on dit que les quatrièmes de couverture ne disent rien, ou ne disent pas grand-chose. Là, je vais le lire parce que je trouve quand même que ça pose des choses à votre manière, puisque c'est vous qui signez le quatrième de couverture. Ce livre raconte l'histoire d'une femme, 1891-1942, nommée Edith dans sa famille, Fräulein Edith Stein au lycée, Dr Edith Stein à l'université, Sœur Thérèse au Carmel, matricule 44 074 à Auschwitz et Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix au ciel. Donc c'est l'itinéraire d'Edith Stein, née juive et qui finit canonisée par l'Église catholique. Mais à travers cette histoire, vous traitez beaucoup de la judaïté, bien sûr vous traitez d'Israël, vous traitez de la sainteté. Alors parfois on a l'impression qu'Edith Stein est un peu loin, qu'elle serait comme un prétexte. Est-ce que vous avez ressenti... C'est pas faux, c'est pas faux. J'admets ça, oui, c'est que ça me permettait de parler aussi du judaïsme. Et donc je me permets à un moment de laisser Edith Stein momentanément de côté pour parler d'Israël et pour parler du judaïsme. Alors, d'Edith Stein, vous faites, on peut dire presque une espèce d'exemple de syncrétisme entre le judaïsme et le christianisme. Oui, parce qu'en fait, on connaît tous des textes, des théories qui relient le christianisme au judaïsme. Mais là, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est un cas particulier. Une femme a considéré qu'on pouvait ne pas cesser d'être juive tout en continuant à s'intéresser au rapport d'un être personnellement, d'un être avec Dieu. Et elle a estimé pour elle que ce vrai rapport, elle ne l'avait que dans la religion catholique. C'est son droit. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle est morte à Auschwitz avec son peuple, mais elle considère qu'elle est morte sur la croix à Auschwitz. Alors sur la croix à Auschwitz, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle meurt en tant que chrétienne parce qu'elle éprouve sa passion, la passion du Christ, mais avec son peuple en tant que juive, ce qui veut bien dire que par une certaine ironie du sort, ce peuple juif qu'on a accusé de déicide pendant 2000 ans, on s'aperçoit que finalement, elle remet tout le peuple juif sur la croix. Donc elle retourne le déicide, elle dit non, c'est pas les juifs qui ont crucifié Jésus, puisque voilà, c'est tous les juifs qui sont crucifiés à Auschwitz. Et donc c'est une sorte de pied de nez à cette horrible théorie du déicide. Absolument. Et vous dites également, pour éclairer aussi son itinéraire, qu'elle aurait pu s'en échapper. Elle aurait vraiment pu éviter ça. Elle a vu le nazisme monter, on lui a proposé de se tirer... Elles sont très clairvoyantes d'ailleurs. Oui, très clairvoyantes. Elle a décidé... Alors c'est très compliqué. Elle n'était pas sûre à 100% qu'ils viennent la chercher, parce qu'elle était dans un Carmel. Mais, et c'est là qu'il y a des choses qui nous échappent sans doute par rapport aux carmélites. Elle était persuadée que par la prière et la réflexion, elle pouvait avoir une influence sur les choses extérieures. Aucune peur de la mort. Non, aucune peur. Oui, mais non, mais ça, oui. Ouais. Et pourtant, on a beau dire qu'on est chrétien, qu'on a la foi, etc. Malgré tout, on peut théoriquement ne pas avoir peur de la mort, mais dans les actes, le jour où les nazis sont venus la chercher, elle a plié son linge, elle savait où elle allait, etc. Personne n'a vu sur son visage un seul mouvement de panique, elle rassurait les autres. Ça force quand même le respect. Et c'est vrai que c'est un mystère pour nous autres. Dans les camps, elle était d'un calme olympien. Elle essaie de ne pas mentir à ces femmes qui étaient enfermées avec elle en leur disant la vérité, tout en leur expliquant pourquoi il fallait y aller quand même. Donc, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer, les derniers instants de ces femmes avec Edith Stein qui était en train presque même de faire, pas de l'humour, mais d'essayer de relativiser les choses, alors qu'on est dans un drame absolu. Voilà, le punching ball. Voilà. Alors, il matérialise un sujet sur lequel on a envie un peu de frapper, un sujet d'actualité qui quand même vous agace en ce moment. Dans l'actualité, on parle beaucoup des journalistes et des reporters de guerre qui se font tuer. Alors, je vais dire un truc qui n'est pas très politiquement correct, qui n'est pas vraiment un coup de gueule, c'est que j'ai presque envie de dire, mais je ne le dis pas vraiment, mais je le dis un peu, c'est tant pis pour leur gueule ou bien fait pour leur gueule. C'est pas vraiment ce que je pense, mais j'exagère à mort mon propos, parce que dans le lot, il y a un pourcentage de journalistes qui, entre guillemets, se font tuer en ayant une vision de l'information que nous ne réclamons pas. On a besoin d'être informés, mais pas 24 heures sur 24. Vous voulez dire qu'ils répondent à des questions qu'eux se posent ou à des besoins qu'eux ressentent? Je pense qu'eux, ils veulent nous abreuver d'informations, donc ils vont là-bas pour ça, et qu'on n'est pas sûr de vouloir ça tout le temps. Ça, c'est la première chose. Le deuxième pourcentage de journalistes qui se font tuer pour rien, ce sont ceux
qui partent comme journalistes dans des endroits extrêmement dangereux pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'information, exactement comme on s'engage dans la Légion. C'est-à-dire des gens qui, pour aller régler des problèmes personnels ou névrotiques, savent qu'il y a des risques et y vont quand même. Ceux-là ne meurent pas pour nous non plus. La troisième partie des journalistes qui ne meurent pas pour nous sont ceux qui vont essayer de chercher un scoop absolu dans des endroits qui sont répertoriés comme étant extrêmement périlleux et où la durée de vie, c'est comme quand on va dans une favela à Rio, on sait très bien qu'au bout de 45 secondes, si on ne connaît personne, il va nous arriver quelque chose. Donc admettons que ce pourcentage-là ne réunisse que 30% de journalistes tués, il y a donc déjà 30%, je dis ce chiffre au hasard, déjà 30% de journalistes qui meurent pour des raisons qui les regardent eux et pas nous. Maintenant les 70 autres pourcents, on est obligé de les respecter à l'infini, de les pleurer et de dire que c'est horrible de savoir que lorsque la liberté de la presse qu'un journaliste est assassiné, c'est vrai que c'est un lieu commun de le dire, mais c'est que tout le monde est un peu assassiné aussi. Mais j'ai tendance à penser aussi que parfois, je parle notamment aussi des otages, de ceux qui se font enlever, ils acceptent pendant des années de se faire traiter comme de la merde par des rédacteurs en chef hystériques. Et puis, il est possible qu'ils vivent des choses parfois plus intéressantes en captivité que quand ils sont enfermés toute la journée dans les couloirs de Libération. Voilà. Alors là, je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Là, je vous lirai Yann Moix, ce qu'il en est de cette critique de podium. Mais je vais dire un truc. Enfin, quelque chose de vous. Je sais ce que vous allez lire. Vous le savez. Alors je le lis quand même, comme ça les gens vont un petit peu découvrir. Alors c'est dans Panthéon, pardon. C'est dans Panthéon. Et j'ai le bonheur d'être dans le Panthéon de Yann Moix et vous allez peut-être me reconnaître. L'insignifiant Piccoli. Mot très haut, front très bas, survolté de la gestuelle, fou de plaire, ignoble à force d'émouvance neuneux, d'éloquence bave, démagogole, il hirsute des choses pompeuses sur ses enfants, rats de malheur, les cités de son cœur. Il y a encore poisseux auprès de ce divin os, et tout en bêtises exclamé, rose candeur, petit idiot porciné, enfin blanc. Ça, c'était quelqu'un d'autre qui était juste après, mais le début, c'est moi. Alors ça, c'est le Yann Moix qui ne plaisantait pas. Non, mais je peux vous répondre très tranquillement là-dessus. Non, mais moi aussi, puisque je cite et que... Je sais. Bon, voilà. Si vous avez vraiment lu le livre, et non pas ce petit extrait-là, le narrateur, c'est-à-dire moi, dans cette partie du livre, est jaloux. Mais jaloux de tous les écrivains qui ont fait apostrophe dans les années 70, voilà. Etc. Il dit à sa mère... C'est Rachmaninoff, hein, le chapitre, voilà. La fameuse... Il dit à sa mère, c'est moi le plus grand écrivain français. Elle lui dit, mais arrête, fais tes maths, tu ne seras jamais écrivain. Et donc, voilà, je prends tout le monde, etc. Bam, 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 en disant, je serai le seul. Voilà. Bon, disons, je me suis fait mon petit plaisir à moi. Voilà. Hein? Alors, maintenant, on va passer à Yann Moix. Alors, donc, c'est Yann Moix. Yann Moix descend de son podium, c'est dans Marianne. Redescendu des podiums glamour, Yann Moix a conçu Mort et vie d'Edith Stein comme une quête de vérité. Il avait tout pour réussir ce Kaddish, hélas. Même scandé d'exergue emprunté à Edith Stein, son hommage multiplie les pseudo-distanciations lourdingues. Bon, il n'y a pas... Hein. Alors, Yann Moix, vous qui avez été un pourfendeur, vous qui êtes encore, est-ce que ça vous touche? Moins, vous voulez dire, c'est une époque en... Je peux vous poser une question personnelle un peu. Oui. Vous étiez professeur. Oui. Bon. Quand vous avez eu ce succès monumental que vous avez eu avec vos livres dans les années 95-96, est-ce que dans vos collègues, outre ceux qui vous ont dit bravo, Daniel, etc., vous avez fait des jaloux, oui ou non? Obligatoirement. Bon. Eh bien, Marianne est un journal dans lequel j'ai travaillé pendant 5-6 ans, et avec ces gens-là, voilà. Et donc, du jour où le film est sorti, Podium, etc. Podium, succès énorme. Voilà, enfin, bon, bah voilà, c'est leur manière de me reprocher de ne plus être à la même table que le jeudi après-midi à la conférence de rédaction. Je suis désolé de dire ça, mais... D'accord. Voilà. Mais est-ce que ça vous touche des fois? Est-ce que ça vous arrive, ça vous est arrivé particulièrement sur ce livre dans lequel vous avez beaucoup investi? Sur ce livre, ça me touche un peu plus que sur les autres parce que les autres livres, je parlais de moi, donc je m'en prenais dans la gueule, on m'a envoyé les coups que je demandais d'une certaine manière. Là, comme je parle de quelqu'un d'autre, en plus quelqu'un qui enfin, c'est quand même pas n'importe qui.
Bon, ça m'embête plus que d'habitude, parce que c'est pas de moi que ça parle, vous voyez ce que je veux dire? Ça touche. Mais pourquoi? Parce que vous avez le sentiment qu'ils ne comprennent pas? Ou vous trouvez vraiment que parfois, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire à quelqu'un qui vient de travailler? Non, ça, c'est vrai que c'est jamais agréable de prendre des coups, surtout quand on a l'impression qu'on triche absolument pas avec la matière, mais je crois que maintenant, j'ai été tellement loin dans ce que vous dénoncez tout à l'heure que même si je m'arrête aujourd'hui de faire le malin, de taper partout, les gens s'en apercevront dans une dizaine d'années. Donc c'est foutu. Donc vous allez encore à toucher des dividendes de tout ça? Voilà, exactement. Bon. Ce miroir, Yann Moix, qui matérialise notre exercice d'admiration. Alors, qui avez-vous décidé d'admirer ce soir? Alors, j'admire un de mes dieux absolus qui s'appelle Roberto Rossellini. Vous avez apporté quelque chose de Robert, voilà. Stromboli. Stromboli avec Ingrid Bergman. C'est quoi, c'est sa première Alors, grosso modo, c'est l'histoire d'une Italienne qui est allée dans un camp où on comprend qu'elle avait collaboré pendant la guerre. Elle était lituanienne, enfin... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement, pardon. Et on lui propose, il y a une possibilité de sortir de ce camp, c'est d'épouser un de ses gardes qui est italien. Et elle pense qu'elle va pouvoir sortir de cet enfer, parce qu'elle se dit, un Italien génial, ça va être Rome, Venise. Ouais, il est beau, il a 20 ans, il est magnifique. Il lui dit, j'habite sur une île. Ah bon, alors elle se voit déjà une île, enfin, c'est... Voilà. Et sauf que c'est l'île de Stromboli, sur laquelle il y a ce fameux volcan, où la roche est noire, où le temps est insupportable, il n'y a personne et c'est vraiment isolé complètement. Et les autochtones sont complètement crispés. Ça va devenir, chaque autochtone va devenir un ennemi intime de Ingrid Bergman. Mais alors, ce qui m'intéresse dans ce film, c'est que Roberto Rossellini, avec son sadisme monumental, c'est quasiment un film expérimental et quasiment un documentaire, parce qu'il prend Ingrid Bergman, qui est la plus grande star hollywoodienne de l'époque. Il l'injecte au milieu des ploucs sur une île et il la regarde souffrir et il filme. Conditions de tournage épouvantables. Et il dirige le petit marin de 20 ans qui joue son mari d'une manière telle que quand elle pleure pas assez, Rossellini exige qu'il la tabasse. Donc c'est horrible. Là, c'est autre chose que la télé-réalité et le loft et tout ça. C'est un documentaire sur une star d'Hollywood prise au piège par un génie romain qui s'appelle Rossellini. Et c'est elle qui est tombée toute seule dans ce piège parce qu'elle avait écrit à Roberto, cher Rossellini, je vous en supplie, j'adorerais travailler avec vous. Yann Moix, donc vous avez je parlais de Rossellini, donc il y a une jeune femme là, qui a une tête un peu bergmanienne. Ah bah faites alors. Ingrid Bergman. Donc Yann Moix est en casting là, carrément. Voilà, il y a un côté bergmanien, il y a un côté Ingrid Bergman. Pendant que vous avez une caméra à la main, Yann Moix, d'abord il y a un projet. Yann Moix, est-ce qu'on est bien d'accord que vous avez un projet Cinéman? Oui, Cinéman est un film dans lequel le personnage principal, après s'être piqué à une broche ayant appartenu à une actrice du muet, va avoir le pouvoir d'aller et venir dans tous les films de l'histoire du cinéma. Et alors, bon, moi j'avais entendu parler dans les gazettes que Poulvord avait été pressenti, mais il semblerait que ça ne se soit pas bien passé avec... je vais vous dire la vérité sur cette histoire, ça ira plus vite. Oui, c'est mieux. Je vous dois bien ça. Non, c'est que... La raison, c'est qu'il n'aime pas du tout l'option que j'ai choisie pour le scénario. Ah oui. Mais c'est quoi votre rapport avec Poulvord? Parce qu'on aime tous, c'est un génie fou, c'est quoi? C'est un génie, c'est-à-dire un vrai génie. On n'en rencontre pas des masses dans la vie, c'en est un. Il travaille... Il est invivable? Non. Là, il y avait une autre raison, c'est que c'est un film que j'ai écrit pour lui à la virgule près. Je l'ai attendu pendant 1 an et demi. Il a beaucoup tourné, il a fait beaucoup attendre, et ensuite il était très fatigué. Donc il fallait qu'il se repose encore au moins 6 mois pour pouvoir le faire. Et pour être honnête, j'en ai eu ras le cul d'attendre. Donc épuisé par l'attente. Donc il y a ces 2 raisons-là. Bon, mais vous restez ami. Je suis le mec le moins rancunier de la Terre, j'espère qu'on fera un film bientôt, parce que c'est un génie, on ne refuse pas de travailler avec les génies. D'accord. Voilà, on parlait avec Yann Moix de More et Vie d'Edith Stein. C'est publié chez Grasset. Voilà. Yann Moix, bonsoir. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. Et merci de votre absence de rancune. Bon, alors ça.